Société réaliste vient d'un projet qu'on n'a jamais réalisé. On a commencé à travailler ensemble il y a 7 ans. D'abord, on a voulu faire un projet curatorial sur l'héritage, entre guillemets, et les effets secondaires de l'histoire du réalisme socialiste et ses rapports avec certaines pratiques de l'art contemporain. Donc, Société réaliste, c'est un jeu de mots avec réalisme socialiste. Puis ça renvoie au réalisme, qui est une manière de faire de l'art. Et c'est quoi le nom? À la société? Non, comme la Société Générale, des choses comme ça. La société en général. Exactement. À nous, on pratique l'ironie comme des occidentaux normaux, mais on fait un travail réaliste, oui. On peut dire ça. Oui, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de matériaux qui sont extraits du réel, du continuum réel des gens, comme vous, comme nous. Ça peut être aussi bien l'histoire des formes, l'histoire politique, l'histoire des discours politiques, l'histoire des idéologies. Et on essaye d'y appliquer un certain nombre de méthodes critiques et cliniques pour comprendre de quoi ils retournent, comprendre comment on peut les retourner, comment on peut les repolariser, à la fois esthétiquement et politiquement. La Léa a une place très importante dans notre pratique. On fabrique des algorithmes, des appareils de production d'images dans lesquels on essaie d'intégrer l'aléatoire à la fois pour rendre absurde les procédures de connaissance et pour montrer que la connaissance peut provenir de l'absurdité aussi. Dans le retournement par exemple, des protocoles scientifiques. On travaille beaucoup, par exemple, avec l'idée de moyenne, avec l'idée d'accumulation, avec l'idée de superposition, qui bien souvent, par exemple, à l'échelle cartographique où on s'en sert, n'a strictement aucun sens, mais qui permet de produire des objets qui ont du sens. On veut essayer de montrer aussi à travers, effectivement, les différents types d'objets auxquels on s'intéresse, que ce soit les calendriers, les cartes, les systèmes d'écriture, c'est que tous rentrent dans le même prisme de construction idéoculturelle. Et que, par exemple, on peut raconter l'histoire de la transformation culturelle du nazisme avec l'histoire d'une police d'écriture. Et ça, c'est l'infinité des signes. Alors, effectivement, en travaillant sur la manière d'écrire la langue, ou la manière de représenter le monde par une carte, ou la manière de se figurer l'État, la notion d'État, ou la manière de se figurer l'espace de l'économie, par exemple. On a besoin d'images. C'est ce qu'on propose alors avec une sorte d'économie de couleurs, mais qui renvoie aussi à une sorte de clinique. On va dire. On observe un sujet qui est froid. Le capitalisme, il est froid comme un cadavre, c'est un zombie. Et l'opérer, ça demande une salle d'opération, une chambre froide. C'est ce qu'on a essayé de faire avec cette exposition. On ne va pas l'opérer en entier, on opère un ongle incarné, mais pas pour le guérir, juste pour le faire crever de la gangrène. Dans notre exposition, par exemple, on a une œuvre qui s'appelle Tribu à Courbet. Parler de réalisme et parler de contexte de pratique artistique. Courbet, c'est quelqu'un qui, pendant les 5 mois qu'a duré la Commune de Paris, a interrompu son activité artistique. Il avait déjà 70 ans, il était un des peintres les plus connus d'Europe. Il était immensément riche et généreux. Et c'est quelqu'un qui a arrêté sa production artistique pour participer à un événement révolutionnaire, devenir commissaire culturel de cette révolution populaire parisienne et autonomiste, qui voulait la sécession de Paris par rapport à la République française, honteuse et provinciale, et conservatrice, et catholique, et royaliste, et affameuse de peuple. Et Gustave Courbet, il a fait un acte
qu'on a pris en exemple dans notre travail, dans cette œuvre, il a initié, de la part de Communard, la destruction de la colonne Vendôme, qui se trouve à 300 mètres d'ici. Et la colonne Vendôme, c'est une œuvre d'art, on va dire ça comme ça, c'est un monument public, et en même temps c'est un monument qui incarne un certain ordre. C'est une colonne qui a été faite en l'honneur de Napoléon Bonaparte, avec prétendument, ça c'est la légende, les canons autrichiens près d'Austerlitz, et qui est sur le modèle de la colonne Trajan. Trajan étant l'ultime empereur romain, celui qui a amené l'Empire à sa plus grande extension avant la décadence. Donc toute cette signification est évidemment relayée par le Second Empire dans la signification du napoléonisme à la française, du diktat matérialiste français. Ça, Courbet, il prend en exemple de ce que c'est que la culture et de ce que c'est que la révolution. Et il dit voilà, on ne peut pas tolérer la présence d'un monument comme ça dans notre ville. Ce monument, c'est une insulte à l'humanité en tant que projet. Voilà, c'est un monument qui célèbre la mort et la destruction des gens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décapiter. On va le couper. Et quand vous regardez la seule et unique photo qu'on a de la colonne Vendôme coupée, ça ressemble à la Grande Bertha, le canon allemand de la Première Guerre mondiale. C'est une grande colonne couchée au sol, comme ça, comme un phallus tranché. Et la seule chose qu'on voit devant, c'est les barricades des communards. Et on imagine Disdéry avec son appareil photo penché sur un balcon haussmannais en train d'essayer de photographier ça. Et la photo, elle est prise avec le temps de pause de l'époque, mais la photo, elle est prise quelques heures avant que l'armée gouvernementale arrive et massacre tout le monde. Et notamment les mecs qui ont détruit la colonne. Ça, est-ce que c'est un acte de terrorisme politique, comme par exemple détruire les Twin Towers, ou est-ce que c'est un acte de profanation artistique? Quelle est la frontière entre cet acte et ces deux champs de signification? Cette frontière-là, ça c'est le cœur de notre problématique. Dans quelle mesure elle est relative ou inexistante? Avec une autre pièce, on propose exactement le contraire, donc rajouter quelque chose à un monument existant, qui est l'un des symboles les plus connus, la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel a été construite pour le 100e anniversaire de la Révolution française, et Gustave Eiffel, à l'époque, il a voulu un tour où il y a 1789 marches qui montent jusqu'à le sommet de ce tour. Donc finalement, pour des raisons techniques, etc., ils ne pouvaient pas faire 1789 marches, mais on propose quand même, avec une pièce dans l'exposition qui s'appelle Addendum à la Tour Eiffel, 4 marches supplémentaires, comme ça, qui portent les chiffres 1780, 91, 92, 93. Avec ces 4 marches, on arrive à une autre date qui a une signification complètement différente, mais c'est proche. Là, le mot-clé, c'est la décapitation. Ouais, puisque le 21 janvier 1793, en face du jeu de paume, on a décapité le roi de France, représentant le peuple de Paris. Voilà, et peut-être par exemple, par rapport aussi à la Révolution française et aux dates, et à 89 et au 14 juillet, on a une pièce qui s'appelle Le culte de l'humanité, et qui est une carte du ciel nocturne au-dessus de Paris, la nuit du 5 au 6 octobre 1789, qui est une date dont certains se souviennent, mais qui est majoritairement oubliée dans la panthéonisation française de la Révolution, au profit du 14 juillet, qui était l'ouverture d'une prison vide,
mais qui pointait ses canons quand même sur le faubourg Saint-Antoine. Le 5 octobre, il s'est passé une chose dont on n'a pas d'annales antérieures, qu'une chose pareille se soit déjà produite dans l'histoire humaine, c'est qu'on a les femmes de la ville de Paris, essentiellement les maraîchères des Halles et puis les prostituées du Palais Royal, qui se sont retrouvées devant l'hôtel de ville, qui ont saccagé l'hôtel de ville, qui ont emporté avec elles toutes les femmes qu'elles trouvaient sur leur chemin vers l'ouest, qui ont marché 25 km, accompagnés aussi d'hommes déguisés en femmes, très intéressant ce travestissement. Ils sont arrivés au château de Versailles, ils sont passés par l'assemblée constituante des bourgeois, ils ont dit ça suffit, le bavardage, on va s'en occuper. Et elles se sont mises en face du château, elles ont ouvert les portes du château, elles sont rentrées dans le château, elles ont attrapé le roi et la reine, et elles les ont ramenés ici, au château des Tuileries, prisonniers. C'est les femmes de Paris qui ont fait ça. Et ça, pour nous, s'il doit y avoir un exemple révolutionnaire, c'est celui-là. Il suffit de regarder The Fountainhead, qui est un film qu'on a retravaillé et dans lequel on a enlevé tous les personnages pour voir qu'il y a un véritable point de fusion entre la posture de l'artiste moderniste, prométhéen, phallocratique, dominateur, sûr de lui, génial, ayant déjà un plan pour l'humanité dans son crâne, et la figure du tycoon. La figure qui est décrite exactement presque au même moment par Wells dans Citizen Kane, le mec qui fait le monde tout seul par son talent d'entrepreneur. Et ça, l'artiste, là, sert à ce moment-là de mythe pour le capitalisme, pour incarner la personnalité créative et celui qui fabrique la richesse à partir de rien. Et les artistes qui jouent idéologiquement ce jeu-là s'empêchent de donner une autre détermination à leur travail qu'une détermination de statu quo, de consensus avec l'ordre dominant. Alors, faire partie d'un système de diffusion de l'art, c'est une chose, mais avoir des productions qui s'impliquent de cette domination idéologique par le capitalisme, c'en est une autre. Et c'est le sujet du film dont on parle là, The Fountainhead, et pour Ayn Rand, la ville de New York, c'est l'incarnation, c'est la corporalisation au sens de embodiment en anglais, c'est ce qui fait le corps de l'utopie capitaliste. C'est l'exemple, c'est le dieu du capital. Et c'est pas quelque chose contre New York, qui est une ville cosmopolite qui appartient à un peuple qui sont les New-Yorkais, mais New York comme icône. Et si vous allez aujourd'hui à Dubaï, vous comprenez bien ce que c'est Dubaï. Dubaï, c'est quelqu'un qui aurait vu New York et qui aurait ensuite fait un délire opiumane. Ce qui est très intéressant, c'est que, à propos de bâtiments, on parle de Empire State Building. Bon, alors il s'appelle comme ça parce que New York, son surnom c'est Empire State. Et ça qui veut dire beaucoup déjà. Ce que je trouve étrange, c'est que le projet de reconstruction des World Trade Center, des Twin Towers, donc aujourd'hui, depuis la destruction des Twin Towers, l'Empire State Building est à nouveau le plus haut bâtiment de New York. Et donc il va y en avoir un nouveau qui va être celui qui va remplacer les Twin Towers. Et donc ils l'ont appelé le One World Trade Center. One World, avec une capitale, et c'est New York, et un bâtiment au centre, et c'est celui-là. Voilà, ça c'est l'Empire. L'Empire, c'est quand il y a un monde. Et une seule manière de le diriger, celle de l'empereur, pas la tienne. Cette ville de New York, elle est fabuleuse autant que terrifiante. Et si vous regardez même l'imaginaire cinématographique américain, c'est toujours l'épicentre de l'apocalypse. Toujours on voit New York tomber. Et le XXIe siècle, il a commencé avec New York qui tombe. Non. Et avec ce vidéaste fantastique et artiste non distingué à la Biennale de Venise, hélas, Oussama Ben Laden, quoi, quelle idée. Ok, on va leur faire le film en vrai. Aujourd'hui, on est dans une urgence, mais pas les artistes, tout le monde, tous les travailleurs, tous les producteurs, on est dans la même urgence culturelle, politique, à la fois personnelle et collective. Et la tâche des artistes, et s'ils n'y répondent pas, tant pis pour eux, qu'ils aillent au diable. La tâche des artistes, c'est de proposer, comme disait Césaire, proposer des armes pour demain.
hein, fourbir les armes de demain. C'est à ça qu'on sert, non? Et les armes, bien sûr, c'est pas des kalachnikovs, non, c'est des tableaux et des sculptures, mais c'est plus efficace. Ça, c'est Gramsci qui avait dit ça déjà il y a longtemps.